Bonjour à tous et bienvenue à cette série de balados au revoir qui portera sur des histoires d'empathie. Mon nom est Charles Morin, je suis entrepreneur et marketeur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Denis Desrochers, quelqu'un bien connu du domaine funéraire de l'entreprise Grégoire et Desrochers. Denis, bienvenue. Bienvenue Charles, merci d'être là. C'est un plaisir de pouvoir s'entretenir avec toi pendant cette prochaine heure ou presque. On va pouvoir parler de beaucoup de sujets ensemble. On va explorer beaucoup d'endroits et on va le faire pour une question de démystifier sans tabou. Je pense que c'est l'objectif qu'on va avoir ensemble. Premièrement, tu as été impliqué dans beaucoup d'endroits comme président de la Corporation des thanatologues du Québec. Effectivement, pendant 3 ans, j'ai été président. Et maintenant, je suis rendu le premier vice-président de l'Association nord-américaine pour les services funéraires de crémation. Absolument. Fait qu'on va pouvoir aborder tous ces sujets-là. Tu vas avoir sûrement beaucoup de choses à nous apprendre. La première question que j'ai, évidemment, moi, personnellement, je ne viens pas du domaine. Fait que pour moi, aujourd'hui, ça va être un peu de venir explorer ça avec toi. Domaine funéraire, je pense rapidement à quelque chose qui est relativement traditionnel. Puis évidemment, en démystifiant puis en m'informant sur le domaine, je me rends compte que c'est pas nécessairement le cas. Je suis curieux un peu de t'entendre sur cet aspect-là. C'est traditionnel ou ça l'est pas, finalement? Essentiellement, on est ancré dans la culture des gens, beaucoup près de l'Église, beaucoup près du conservatisme, en fait, plus religieux, ce qui est maintenant plus le cas. Mais il faut comprendre, par exemple, d'où on vient. L'histoire nous associe beaucoup à, justement, des rituels funéraires religieux. Maintenant, on est rendu à une autre étape, on est rendu dans un autre mode où est-ce qu'on va parler beaucoup plus de personnalisation, d'être sensible aux besoins des gens aujourd'hui, mais aussi en même temps de bien être à l'écoute des besoins. Tu sais, je te le disais tout à l'heure, hors d'onde, essentiellement, notre mission, notre rôle est de donner du sens à quelque chose qui n'a pas de sens. Et, tu sais, bien souvent, c'est sûr qu'à la base, quand on parle du domaine funéraire, ça intrigue les gens. Les gens veulent savoir. Et bien souvent, je voyage, j'arrive dans un aéroport ou dans un avion, puis je suis assis à côté de quelqu'un que je connais pas. Si j'ai le malheur de dire ce que je fais dans la vie, c'est sûr et certain que la conversation, je n'aurai pas le temps de lire ou de travailler dans l'avion. Les questions n'arrêteront pas par rapport à mon domaine, parce que ça intrigue les gens. Et on a l'impression que quand on peut parler à quelqu'un, justement, du domaine funéraire, bien, on a beaucoup de questions sans réponse. Donc, c'est un peu pour ça, d'ailleurs, qu'on fait les balados. Puis, je suis un peu curieux que tu me dises, de quelle manière, justement, ça a évolué? Moi, je sais que en près de peut-être 20 ou 25 ans, on a vu le domaine évoluer énormément. On se dit qu'à une certaine époque, on remonte aux années 90, même début 2000, on avait toute cette idée-là où les funérailles se faisaient sur 3 jours parfois. On avait les cortèges, les enterrements se faisaient directement au cimetière. Puis aujourd'hui, on y va. Puis c'est plus pareil. Tu parlais du volet de la personnalisation, on est complètement ailleurs. Comment tu as perçu ça avec les années, cette évolution-là? Bien, en fait, tu sais, je pense que c'est... Je reviens à ce que je disais tantôt, donner du sens à quelque chose qui n'a pas de sens. Ouais. Les rituels funéraires ont évolué parce que notre société a évolué. Nos valeurs ont changé, le temps disponible a changé, les réalités familiales ont changé. Tu sais, il y a 35 ans, il y avait encore... les femmes au travail étaient encore quelque chose de socialement marginal. Maintenant, les couples, les 2 conjoints sont bien impliqués dans l'éducation de leurs enfants, mais aussi au travail, professionnellement parlant. Donc, la marge de manœuvre est différente ou le temps disponible est différent. Puis, il faut admettre aussi qu'il y a une réalité purement mathématique. Il ne faut pas oublier une chose, je suis geek un peu des chiffres, là. Essentiellement, il y a déjà plusieurs années, dans les années 50, 60, la grande majorité des gens qui décédaient avaient entre 45 et 65 ans. Aujourd'hui, force est d'admettre que les gens ont 65 ans et plus. Donc, quand grand-maman décède à 97 ans, c'est pas le même deuil que quelqu'un qui meurt à 60 ans. C'est différent. L'impact sur la communauté, sur le sens, est totalement différent. Donc, c'est sûr que maintenant, aujourd'hui, on organise des célébrations de la vie d'une personne, moins qu'une funéraille ou un moment où est-ce qu'on a besoin, culturellement parlant et de façon sociétale, de partager un moment clé dans le deuil des gens. Moi, je dis souvent, on fait de la thérapie de groupe pour des gens parce qu'on a besoin d'exorciser
la perte d'un être cher. Mais encore une fois, perdre son père à 60 ans, c'est une chose. Perdre ses grands-parents à 97, c'en est un autre. Là. Tu considères-tu que les gens vivent, je dirais pas le deuil en avance, mais d'une certaine façon, tu sais, on a le temps de passer beaucoup plus de temps avec cette personne-là. On a le temps de la voir vieillir, peut-être un peu moins ce qu'on faisait avant. Tu sais, un peu comme tu dis, il y a cette notion-là de mourir à 60 ans qui, clairement, est extrêmement différente de mourir à 90. Mais sans dire qu'on fait le deuil avant, parce que personnellement, je pense pas qu'on peut faire le deuil avant d'être en deuil. Là. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on peut anticiper. Par contre, c'est sûr que la réalité de la vie change. Ma propre mère, qui est décédée à un très grand âge, versus mon père, qui est décédé relativement jeune, c'est pas la même chose. C'est pas la même appréciation. Tu sais, maman était en fin de vie, elle commençait à avoir des pertes cognitives. On avait fait la reddition de sa condition, puis on s'était adapté. C'était ma mère à 97 ans, mais c'était aussi l'ombre d'elle-même en tant que personne. Donc, ça aussi, ça a un impact sur le rituel funéraire. Ça détermine aussi comment on veut faire ça. Et encore une fois, on vient célébrer la vie d'une personne à 97 ans. Hey, elle en a vu des affaires. Je me rappellerai toujours de la conversation que j'ai eue avec maman quand elle avait 90 ans. Puis elle me disait, je sais pas comment je ferais pour vivre dans votre monde aujourd'hui. Je disais, hey, man, attends un peu, là. Brique une roue, là. On va reculer dans le temps un petit peu, là. Ouais. On va reculer en 1942. Mon père avait été conscrit pour la guerre, puis il y avait des tickets de rationnement pour la nourriture. Puis, ouais, mais elle dit, dans le temps, on était jeunes. C'est bingo. Aujourd'hui, les jeunes sont capables de faire face à la réalité de notre société. Mais nos parents ont vécu des affaires cataclysmiques, puis le monde a survécu, puis on a continué. Oui, parce que je pense qu'effectivement, dans cette notion-là que tu parles, cette notion-là, on nommera peut-être pas le deuil finalement, mais on passe plus de temps avec la personne, puis comme tu dis, on arrive plus à un moment de deuil, en fait, plus à une célébration de la vie au final, à travers tout ce qu'elle a eu la chance de voir puis de vivre, parce que justement, on vit plus vieux. Fait que la notion qu'on a probablement avec la mort ou avec la fin tombe différente avec ces personnes-là qui quittent. Oui, puis tu sais, ce qu'on veut mettre à l'avant-scène lors des journées où est-ce qu'on célèbre la vie d'une personne, c'est ses valeurs, son héritage, ce qu'elle nous a transmise. On veut mettre la lumière là-dessus parce que justement, on veut se rappeler pas les derniers instants de sa vie, mais on veut se rappeler cette personne-là à 100 000 à l'heure. Et c'est ça qui fait du bien. Quand on donne du sens à quelque chose qui n'a pas de sens, on met la lumière sur l'ensemble de la vie d'une personne. On oublie souvent que des gens ont passé justement à travers soit des dures épreuves ou des moments glorieux, joyeux de famille, des voyages. Comment de fois on peut, des fois, s'exclamer ou s'émerveiller devant essentiellement une pièce de sucre à la crème que grand-maman a faite. Puis là, à un moment donné, tout le monde a son histoire sur le sucre à la crème à grand-maman. Tu sais, c'est des petites choses. Tu sais, les rituels funéraires, c'est important que ça soit collé à ce que la personne est. Moi, bien souvent, probablement, quand je vais décéder, ils vont probablement mettre un casque de course, une paire de skis à côté de mon cercueil, puis ils vont dire, quand ils mettaient ça, ce casque-là sur la tête, là, les fils se touchaient, là. J'étais une autre personne, mais encore là, on a chacun et ce petit côté-là qui est peut-être moins connu, mais en même temps, c'est le fun de mettre la lumière là-dessus parce qu'une personne n'est jamais compartimentée. C'est toute l'intégralité de sa vie qu'on veut parler. Et c'est ça qui fait du bien dans les rituels funéraires, c'est d'être capable de partir dans le voyage de la vie d'une personne et de mettre la lumière sur des choses qu'on a peut-être oubliées, des choses auxquelles on dit « Ah, on se rappelait pas ça ». Puis c'est le fun de se faire redire comment nos parents, l'être cher qui est parti, était une personne significative dans ma vie. Je me rappellerai toujours, moi, quand mon père est décédé, puis qu'une personne est venue me voir puis me dire « Hey, Denis, tu sais, quand je suis parti dans la vie, là, c'est ton père qui m'a prêté mon premier 5 000 $. Je disais hein? Je savais pas ça. Oui. Je n'avais jamais entendu parler. Et c'était... Tu sais, j'étais sûr que mon père, c'était une bonne personne, mais là, j'étais certain. Oui.
Puis on en parlait un peu précédemment aussi. Tu sais, les rituels ont évolué, certainement. Serais-tu prêt à dire qu'autant probablement qu'à une certaine époque, on avait des rituels qui étaient plus standardisés. Évidemment, l'Église avait un rôle à jouer dans ce que eux autres avaient comme attente et ce que les gens suivaient. Puis autant aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on s'en va vers exactement ce que tu expliques, de la personnalisation. Tu sais, c'est-à-dire que chaque rituel risque d'être différent. J'imagine que vous devez en voir d'à peu près toutes les sortes maintenant, d'à peu près toutes les demandes aussi. Oui, puis tu sais, encore une fois, c'est le reflet de notre société. Oui. Notre société est pluraliste. Notre société est aussi multiculturelle. Oui. Notre société est aussi, tant par les genres que par les orientations, par les couleurs, bien, en même temps, les rituels funéraires sont imprégnés de ça. Et c'est ça qui fait la beauté de la chose. Tu sais, quand on parle d'une personne, encore une fois, c'est pas une partie de la personne, c'est son entièreté. Et ça, c'est effectivement, on voit les rituels funéraires influencés tant pour des personnes blanches catholiques, on va le dire comme ça, qui vont être influencées par des rituels qui vont être hindous, qui vont être peut-être sud-américains, qui vont venir d'ailleurs parce qu'ils ont vu ça quelque part, puis ça les interpelle, puis ça, pour eux autres, ça a du sens. C'est intéressant parce que, tu sais, je te parlais au début qu'on voyait la chose de manière assez traditionnelle. Puis tu vois, dans ma tête, j'ai un peu probablement cette notion-là que la maison funéraire est premièrement assez collée à l'Église parce que c'est ce qu'on connaissait avant, mais assez reliée à ce côté-là très catholique. Puis là, ce que tu es en train de me dire, c'est finalement, bien, attends, on s'adapte un peu à ce que les gens ont comme rituel puis à ce qu'ils veulent. Puis ça, tu vois, ça m'étonne. Bien, la pertinence d'une maison funéraire est dans sa capacité de s'adapter, et dans sa capacité de refléter le milieu dans lequel on est. Tu sais, moi, je viens de Victoriaville. Là. On s'est entendu que la grande majorité des gens étaient blancs et catholiques. Là. Oui. Mais aujourd'hui, ben, il y a plusieurs communautés ethniques, il y a plusieurs... Puis c'est riche, c'est beau, puis on apprend énormément. On a fait un rituel funéraire d'une personne d'Afrique centrale. Écoute, ça a été majestueux. Ça a été du chant, ça a été de la danse pendant une journée de temps. Tout le monde nous regardait et disait « Quoi qui se passe là? » Mais essentiellement, c'était... Puis quand tu prenais le temps de les regarder et de les écouter, c'était magique, là. Mais c'est ça. Encore une fois, célébrer la vie, là, c'est ça. Là. Absolument. Je reviens encore sur le côté traditionnel pour te parler d'innovation, parce que dans le domaine funéraire, il y en a eu des innovations. Tu sais, on se parlait du fait que oui, le rituel, ou entre parenthèses, le design du service a évolué, mais après ça, c'est quoi les autres innovations qu'on a pu voir ou que tu as pu constater au niveau des dernières années, puis même des dernières décennies? Écoute, il faut partir du fait qu'on a cassé le moule. Ouais. Donc, à partir de maintenant, OK, je te dirais depuis post-pandémique, depuis la pandémie, on fait des cérémonies à distance, on fait des visites virtuelles, on fait des rencontres avec des familles à distance. Ça, c'est une chose. Mais ça, c'est le côté peut-être un petit peu plus technologique, parce que la technologie nous permet de le faire. Mais aussi, forcé d'admettre, qu'on a décentralisé aussi les rituels funéraires. On fait ça dans un jardin. On fait ça dans un endroit où est-ce que les gens se sentent bien et confortables. On a chez nous un aire de passage qu'on appelle... L'aire de passage, c'est plus un lounge. Oui. C'est un endroit où est-ce que les gens vont faire des rituels funéraires très personnalisés, mais aussi très, très, très orientés vers la vie de la personne. Donc, c'est cosy. C'est aéré, c'est dans la nature. Tu sais, ça représente aussi des gens qui vont être plus près de ces valeurs-là. Et c'est ça, les rituels funéraires maintenant. Pour ça qu'il n'y a plus de pattern. Il y a un ensemble d'éléments qui vont faire en sorte que le rituel funéraire va être, encore une fois, dans un jardin, à l'extérieur, on fait des cérémonies dans une ferme, sur un club de golf. On fait des rituels funéraires différents maintenant. J'aime beaucoup ce que tu apportes en disant, tu sais, on a cassé le moule, en réalité. Puis on est beaucoup plus en mode adapté maintenant à ce que les familles puis ce que les proches veulent. Oui. C'est beaucoup là qu'on va. C'est clair. Parce que... encore une fois, les gens vont quand même
prendre une journée dans leur vie, puis aujourd'hui, là, on s'entend, prendre du temps, c'est important. Le temps, c'est la valeur la plus dispendieuse qu'on a et la plus précieuse. Fait que donc, prendre du temps pour célébrer la vie d'une personne, mais il faut que ça ait du sens. Il faut que ça soit collé à ce que la personne est. 100%. Tu parlais du volet des technologies. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'autre chose qu'on a vu quand même beaucoup évoluer, je me rapporte aux années 90, début 2000, on est avis de décès dans le journal. Moi, j'ai eu des parents qui ont feuilleté le journal de semaine en semaine pour voir s'il y avait des gens qui connaissaient. Puis là, on se déporte de plus en plus, on s'entend. On voit les avis de décès sur le numérique. Tu parlais du fait qu'on peut même faire certains rituels à distance. La pandémie nous a probablement beaucoup poussé dans ces coins-là. Comment ça a changé, ça, ce côté-là numérique? Bien, premièrement, écoute, je l'expliquais encore à quelqu'un il n'y a pas si longtemps. C'est phénoménal comment les tendances ou les modes ont changé. Post-pandémique, c'était quasiment impensable d'envoyer un message de sympathie sur ton Facebook. 100%. Maintenant, c'est la norme. Ouais. Et c'est accepté. Et socialement, c'est correct de le faire. Donc maintenant, effectivement, les rubriques nécrologiques ou les avis de décès, comme tu dis dans le journal, ben maintenant, c'est sur des sites Internet, c'est dans les médias sociaux, c'est totalement différent. La façon... Puis maintenant, les gens, comme on n'a plus le temps de se déplacer, bien, on va prendre le temps d'écrire quand même à la personne qu'on apprécie. Mais tu sais, encore une fois, les rituels funéraires se centralisent beaucoup, de plus en plus vers le noyau dur, la famille. C'est beaucoup moins périphérique. Avant ça, c'était quasiment la communauté arrêtait de vivre. C'était la ville ou le village au complet. Exactement. Probablement. Mais maintenant, c'est beaucoup plus centré sur le noyau dur de la famille. Et les gens vont dire, ben moi, je te connais, Charles, tu vas perdre ton père, je connais pas ton père, mais je vais t'écrire pour te dire, hey Charles, je pense à toi aujourd'hui parce que je sais que c'est une grosse journée. Ça va être correct. Je serai pas obligé de me déplacer nécessairement, mais je vais avoir laissé une trace de ce que toi, tu portes dans ta journée. Socialement, il y a 20 ans, on n'aurait pas pu voir ça. Oublie ça. Et là, c'est là où un peu, comme tu le dis, probablement que ça fait en sorte qu'on avait des rituels avant qui pouvaient durer 2-3 jours. Moi, j'ai connu personnellement avec ma grand-mère à l'époque le quasi 3 jours. Là. Ça commençait le jeudi, on était là le vendredi, on était là le samedi. Puis il y avait du monde, c'était à fil. Mais maintenant, comme tu le dis, il y a quand même une partie de ces périphéries-là qui vont passer par le numérique. Ils vont nous écrire, c'est sur Facebook, c'est ailleurs. Comment un peu ces communications-là, Denis, ont changé la donne? Parce que même en matière de marketing, ça a changé. Donc, la manière dont vous devez diffuser des fois l'information, dont vous devez la partager. Mais tu sais, prends le journal. Dans les années 80, on allait au tirage du journal. Oui. La possibilité de rayonnement était en fonction du tirage du média en conséquence. Aujourd'hui, maintenant, notre portée est mondiale. On va publier une rubrique nécrologique. Écoute, les sites Internet des maisons funéraires au Québec sont rendus excessivement populaires. Et forcément, tout le monde le sait, le trafic, c'est des sous, là. Oui. Fait que donc, forcément, la façon de rejoindre les familles, les gens, est totalement différent pour nous. C'est une opportunité. Hein? Puis tu parlais tantôt de choses qui ont changé. Fais juste regarder maintenant. On parlait de durée, mais on parle aussi de temps. Il n'y a pas si longtemps, là, on faisait des funérailles à 11 h le matin puis à 2 h d'après-midi d'attitude. Là, on fait des funérailles à 7 h le soir. On fait des funérailles la fin de semaine. On fait ça... Comme tu dis, à la ferme, dans un jardin ou ailleurs, à un moment. C'est atypique. Oui. Donc, on est passé d'une industrie ou d'un monde dans lequel on était très conservateur à une réalité qui est totalement différente aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que la beauté... Moi, écoute, ça fait 35 ans que je pratique ce domaine-là. Puis je suis encore mordu et passionné de ça parce que, justement, aujourd'hui, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. Tu parlais de 2 éléments, pour moi, qui m'allument. La notion du temps.
qu'il y a un enjeu de temps, évidemment. Tu sais, on s'en parlait hors d'onde un peu au début, mais il y avait la notion qu'à l'époque, les familles pouvaient être là pendant très longtemps. Puis à un certain moment donné, là, maintenant, c'est beaucoup plus court. Fait que les gens sont pressés, je pense que tu le disais. Tu sais, ils ont moins de temps. C'est pas qu'ils ont moins de désir de donner du temps envers la famille ou le défunt en question. C'est juste que je pense que cette notion-là de temps change. Puis l'autre élément, tu parlais beaucoup du fait que ça se rassemble autour des noyaux familiales. Puis dans les dernières années, ce qu'on a beaucoup vu, c'est qu'on a l'impression que les maisons sont devenues presque des lieux où on retrouve tout, au final. On a vu apparaître les chapelles. Tu me parlais du lieu de rassemblement central. Mais là, on a de plus en plus de choses au même endroit. C'est quoi un peu l'optique que vous avez derrière ça? T'sais, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ça? On a inauguré un de nouveaux emplacements il y a 2 ans. Et essentiellement, aussi drôle que ça puisse paraître, on a installé un bar en plein milieu du salon. Puis la notion est la suivante, c'est qu'effectivement, quand grand-maman décède, on prend l'exemple de grand-maman ou grand-papa, peu importe, mais grand-maman décède à bout d'âge, tu sais, les cousins et cousines, là, quand est-ce qu'on se voit toutes? Là? C'est au salon funéraire. C'est clair. On va aller prendre une bière ensemble, parce que ça fait longtemps qu'on s'est vus. À quel endroit on va se retrouver pour... Et, by the way, grand-mère serait bien contente qu'on soit tous assis ensemble, en train de célébrer sa vie, parce qu'elle est rendue à un très grand âge. C'est pas la tragédie comme un enfant ou une personne de 60 ans. Rendue à bout d'âge, forcément, tu sais, grand-maman serait probablement bien contente que toute sa gang soit là et qu'il y ait tout du fun ensemble. Mais ça vient, quand je parle de célébrer la vie d'une personne, c'est ça aussi. Ça fait partie de ça. Donc, on parle de changement. Hey, qui c'est qui aurait dit ça il y a quelques années? Il disait, un bar, un salon funéraire, vous tombez sur la tête. Je me rappellerai toujours, mais la première fois qu'on a demandé un permis d'alcool, il y a quasiment 20 ans de ça, écoute, je pense que ça a pris 1 an avant d'être capable de l'avoir. Le dernier qu'on a demandé, ça a pris 8 heures. C'était probablement pas commun à l'époque. On s'attendait pas à ça. Non, parce qu'on n'associait pas ça ensemble. Mais maintenant, le continuum, comme tu dis, on fait tout sur place. On se déplace pas. Des cortèges funèbres, on fait plus ça. Ou on en fait beaucoup moins. On fait essentiellement, on veut simplifier, parce qu'on l'entend souvent, les gens dire « Ah, maman était simple, on veut ça simple ». Simple, ça veut pas dire pas personnalisé. Simple, ça veut dire justement qui colle à la réalité des gens, qui colle à ce que les valeurs qu'ils défendent, à leurs croyances, à leur famille, à ce qu'ils ont transmis pendant des générations. On se retrouve à un endroit où est-ce qu'on va parler de grand-maman, puis on va, tu sais, les petits-enfants vont dire « Hey, c'est un trait de caractère de grand-maman, ça. » Bien, c'est ça un peu la vie éternelle. C'est de transmettre d'une génération à l'autre des valeurs que nos aînés ont. Mais il faut mettre la lumière là-dessus. Et la journée des funérailles ou la journée de la célébration de la vie d'une personne, c'est ça qu'il faut faire. Fait que ça veut dire que, tu sais, avant, autant qu'on se rassemblait autour d'une personne, pas pour dire que c'était moins personnalisé, mais aujourd'hui, un peu comme tu dis, on est vraiment sur cet axe-là où on célèbre les valeurs, la vie d'une personne. Puis en plus de ça, de ce que je comprends, c'est un moment de rassemblement pour les familles. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, il y a beaucoup de moments maintenant où il y a des familles plus loin, des fois des cousins, cousines sur certaines familles qu'on voit beaucoup moins souvent. Bien, à un moment donné, le deuil, d'une certaine façon, devient un lieu de rassemblement pour ces familles-là. Puis je suis d'accord avec toi qu'en disant probablement que grand-maman préférait de loin qu'il y ait une célébration positive autour de la famille. Fait que ça a quand même beaucoup changé aussi par rapport à ce que c'était, là. Tu sais, perdre quelqu'un qu'on aime, ça restera toujours quelque chose d'émotif. Puis, s'il y en a un qui croit que la vie n'est pas drabe, c'est bien moi, là. OK? Essentiellement, on est animé beaucoup de sentiments en tant qu'être humain. Et ça, je pense que c'est important que ça transcende le rituel funéraire, ça transcende les générations, ça transcende qui on est à la fin de la journée. Fait que donc, mettre un peu de piquant dans un rituel funéraire ou donner, encore une fois, du sens, parce que je veux pas me répéter tout le temps, mais je trouve pas de meilleur mot pour l'exprimer. Donner ce sens-là, ça fait que c'est des journées qui sont pertinentes.
Et si c'est pertinent, ça a de la valeur. Et si ça a de la valeur, c'est quelque chose de mémorable. Aujourd'hui, on célèbre la vie d'une personne, effectivement, pas pour pleurer. On célèbre la vie d'une personne pour se rappeler. Et tant et aussi longtemps que ça vient nous toucher, bien, je pense que ça a du sens. Comment, justement, les outils technologiques nous permettent de se rappeler? Parce qu'on a vu différents outils technologiques naître dans les dernières années, beaucoup un peu sur ce focal-là. Probablement qu'il y avait des irritants historiques qui ne nous permettaient pas nécessairement de retrouver la photo ou de recélébrer un peu la vie ou de refaire le parcours de la vie d'une personne. Un peu comme tu le racontais avec ton père, le 5000 en question qui avait prêté à quelqu'un qui l'a probablement propulsé. C'est une anecdote qu'on ne veut plus perdre. Comment les technologies ont évolué justement pour nous amener à mieux se rappeler, à mieux conserver, à mieux... Bien, il y a des plateformes qui existent de partage, justement, de photos, d'histoires. Et ça, de plus en plus, je te dirais que c'est une tendance montante, là, où est-ce qu'on utilise le virtuel pour en faire un cimetière, je vais le dire comme ça, là, un cimetière où est-ce qu'on... Tous et chacun peut venir déposer des éléments de mémoire. Un cimetière de souvenirs, d'une certaine façon. Exact. On a un jardin commémoratif en arrière du complexe chez nous et on utilise des codes, des QR codes pour que les gens puissent avoir accès à la bio d'une personne et de pouvoir aussi laisser des messages, des photos, des trucs qui... Pour eux autres, tu sais, quand tu parles de se souvenir de ces trucs-là, il y a des affaires que les enfants ou la famille ne connaissent même pas. Puis là, tout d'un coup, ben, tu sais, c'est le fun d'avoir cette histoire-là. C'est le fun de se rappeler ça. Et ça, justement, ben, c'est encore une fois, c'est dans l'optique de célébrer ce que la personne nous a transmis de son vivant. Tu sais, en tant qu'individu, on passe à travers le temps. Pas vrai, là. Je n'ai pas connu personne, moi, encore, qui a mené un long fleuve tranquille puis qu'il n'est jamais rien arrivé de leur vie. Là. Tout le monde a des histoires à raconter. Il y a toujours des événements ou des choses à compter. Il y a toujours des histoires à compter. Puis des fois, c'est quand on entend ces histoires-là, ben ça nous fait du bien. Même si on ne connaît pas la personne. Moi, le premier, des fois, il y a des gens que je connais pas, puis ils me racontent leur histoire, je me dis « Hey, c'est tellement cute ». La beauté de mon métier, là, c'est de faire le résumé d'une vie à tous les jours. Et ça me rend pas plus intelligent. On s'entend. Mais c'est une chose, par exemple, ça me permet à moi de dire comment je veux qu'on se rappelle de moi. Ou comment, avec mes bons et mes mauvais côtés. Là. Parce que, tu sais, c'est pas... c'est pas un long fleuve tranquille. Non, puis on n'est pas tous parfaits, puis c'est bien correct de même. 100%. Fait que, tu sais, ça aussi, ça fait partie de l'entièreté d'un individu. Puis ça, ben moi, en tout cas... de ce qu'on veut se rappeler aussi. Oui, puis je suis encore passionné de ça. Génial. Autre sujet, on parlait tantôt du volet du marketing. Évidemment, il faut que je te pose la question, étant un gars de marketing à la base. On se serait probablement dit que les maisons funéraires allaient travailler du contenu comme on le fait aujourd'hui, raconter certaines histoires. Travailler l'aspect marketing, on se serait probablement pas cru il y a 25 ou 30 ans de ça. Je suis curieux de t'entendre là-dessus. Comment ça évolue? Pourquoi les maisons aujourd'hui se font un devoir de communiquer plus d'informations, raconter les histoires comme on est en train de le faire aujourd'hui, puis éduquer d'une certaine façon sur ce qui est en train de changer, puis ce qu'on est en train... Puis de quelle façon on a brisé le moule aussi? Bien, essentiellement, comme je te disais, il y a plusieurs années, les directeurs de marketing des maisons funéraires étaient écœurés. Maintenant, c'est nous, notre travail, justement, d'éduquer les gens. Notre travail est de faire en sorte de propulser le message. Parce que malheureusement, entre le temps où est-ce que les curés étaient nos responsables de marketing, puis que les maisons funéraires sont prises en charge, il y a eu un grand vide. Et l'absence d'eux a fait qu'il y a du grand n'importe quoi aussi qui est apparu. Donc, à partir de là, pour nous, je pense qu'il est important d'utiliser les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui pour mettre la lumière sur les possibilités, mais aussi en même temps, comme tu le dis si bien, d'éduquer les gens. Parce que moi, j'ai toujours pris pour acquis qu'une personne qui est bien renseignée, qui est au courant, ça va faire pas mal moins mal, puis ça va aussi éviter un paquet de pièges
qui sont tendus quand on perd quelqu'un qu'on aime. Ouais. Et donc, à ce moment-là, moi, je crois sincèrement que la clé, c'est de se construire une tête, de se faire une idée, parce qu'effectivement, les gens vivent de plus en plus vieux. Fait que on peut le voir venir. Ouais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, aussi que les préarrangements funéraires sont de plus en plus populaires, parce que les gens l'anticipent. Même avec l'aide médicale à mourir, maintenant, les gens peuvent quand même définir... 100%. Ça donne une dimension de temps aussi. Effectivement. Donc, on peut se préparer. Et c'est sage de se préparer. Et c'est sage de prendre des décisions à tête froide, parce qu'éventuellement, forcé d'admettre qu'il y a 2 grandes certitudes dans la vie. Hein? L'impôt et la mort. On s'en sort pas, là. Puis, justement, tu parles de ces préarrangements-là, mais comment ça a évolué aujourd'hui? J'imagine que ça s'est-tu facilité? Comment ça se déroule maintenant pour une famille ou pour une personne qui veut se préparer à ça? Parce qu'un peu comme tu le disais au début, avant, on pouvait mourir à 60, mais maintenant, on peut mourir à 95 ou à 100 ans. On l'a vu récemment avec Jeannette Bertrand, qui est rendue à presque, en fait, qui a dépassé le 100 ans. Fait qu'on voit que les gens sont premièrement plus vieux et surtout en santé. Ils ont bien souvent toute leur tête, fait qu'ils sont capables de se préparer encore mieux. Comment ce côté-là a évolué ou comment ça évolue encore aujourd'hui? Ben, encore une fois, tu sais, les gens sont beaucoup plus informés. Ouais. Puis notre rôle est aussi de bien les informer. Donc, les notaires, moi, j'appelle ça de la planification de voyage, ouais. Dernier voyage, dernier voyage. Mais il n'en demeure pas moins que dans cet esprit-là, tu sais, moi, dans ma vie, là, je pense qu'il y a 4 documents qui sont incontournables. Un testament, un mandat d'inaptitude puis un préarrangement funéraire. Ouais. Ça, c'est essentiel à la planification d'un bon voyage. Parce qu'on prévoit comment on veut disposer de nos biens. Et s'il y a des gens qui nous écoutent, s'il vous plaît, faites vos testaments. Là. Je vois trop de catastrophes dans ma vie. Trop souvent que c'est pas fait. Là. Effectivement. Puis on pense que ça va se régler tout seul. Puis il s'embarque dans beaucoup plus de tracas et de grinçage de dents après le départ d'une personne quand ça n'a pas été fait. Mais dans le testament, on vient dire comment on veut léguer nos biens. Mais dans le préarrangement funéraire, on vient dire qu'est-ce qu'on veut faire avec notre corps. Et il y a aussi des rendez-vous qui sont importants pour commémorer la vie d'une personne. Mm-hmm. Tu sais, dans mon domaine, les phrases assassines, là, essentiellement, c'est « Ah, ben, quand je serai mort, vous ferez ce que vous voudrez que moi. » Facile à dire. Sauf que le problème, c'est que le fardeau est transféré à une autre génération qui, eux, ne savent pas ce que vous voulez. Puis, comme tu le dis, en fait, comme c'est rendu de plus en plus personnalisé, j'imagine qu'avant, on suivait le même pattern. Fait qu'à un moment donné, on avait une formule qui était préécrite, on la suivait, ça allait bien. Aujourd'hui, ce qu'on veut, premièrement, c'est célébrer la vie, puis deuxièmement, avoir ce côté-là très personnalisé de la personne. Si la personne, j'imagine qu'elle nous laisse rien, qu'elle nous laisse pas d'indices sur ce qu'elle voulait transmettre, on a beau la connaître d'une certaine façon, mais il y a quand même certains éléments qu'on ne discute pas avec elle directement. Fait que ça doit devenir un peu compliqué. Puis j'imagine que vous avez vu des situations dans le passé où, à un moment donné, on veut faire plaisir à personne, mais... Mais c'est encore une fois, tu sais, dans l'assumation de ce que la personne est, puis dans la réalité, on a tout un jardin secret, hein? Il y a des choses qu'on ne dit pas, mais bien tragiquement, je l'ai vu dans mon bureau il n'y a encore pas si longtemps. Une dame qui vient faire ses préarrangements funéraires, puis elle opte pour un mode de disposition le plus rapide et le plus direct possible, dans le sens où il n'y avait pas de rituel funéraire, parce qu'elle ne voulait pas imposer un rituel funéraire à ses enfants. Puis quand je suis arrivé pour conclure le contrat avec elle, je dis « N'avez-vous parlé avec vos enfants? » Elle dit non, je n'ai pas vraiment parlé avec vos enfants, mais je vous suggérerais d'en parler avec vos enfants. Parce que c'est important, c'est eux autres qui vont le vivre. Vous avez décidé, mais eux vont le vivre. Et une fois qu'elle en a parlé à ses enfants, ça a leur viré complètement de bord. Parce que ses enfants se sentaient trahis dans cette démarche-là. Ils ont dit hey, « Oh, t'as un peu, là. C'est bien beau, là, mais toi, une fois que t'es parti, c'est nous autres qui est en deuil. » Il y a ceux qui partent, puis il y a ceux qui restent après. Il y a définitivement 2 dimensions. Parce qu'on organise des rituels funéraires pour les vivants, hein? Faut pas se le cacher. Ouais. On n'organise pas des rituels funéraires pour les morts. On peut pas rien faire pour les morts, à part que d'aller les porter à leurs endroits de dernier repos. Ce qui est important, c'est vraiment que les vivants se sentent interpellés, encore une fois, par la vie de la personne et le rituel funéraire qui donne un sens à la vie de la personne. On fait le résumé d'une vie, là. On peut-tu prendre 2 minutes là, pour vraiment s'attarder puis réfléchir à ce que cette personne-là nous laisse?
Ça, je pense que c'est important. Denis, merci pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui. Je suis certainement parti avec l'idée que votre domaine, votre industrie était traditionnelle. Il y a un élément que je retiens de ce que tu m'as dit, c'est qu'au courant des dernières années, vous avez brisé le moule. On comprend qu'aujourd'hui, à peu près tout est personnalisé. Ça me fait changer d'idée sur votre industrie, ça me fait grandir. Merci infiniment. Mais merci à toi, Charles, de m'avoir aidé à casser le moule. Et on invite tout le monde, évidemment, à découvrir le balado et les autres intervenants du monde funéraire qu'on aura. Et on se dit à la prochaine.